J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Monsieur Benardo, qui est le directeur général d'HSBC France et qui était déjà intervenu à Univers Swiftnet en 2009. Merci beaucoup Hervé. Je vous en prie, ne regardez pas l'écran, vous allez être surpris. Ouais. Allez, on remet tout à l'endroit. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est un nom magnifique, Univers Swiftnet, quand on y songe. Ça rayonnera un jour sur la planète entière, sur plein d'autres sujets que le financement ou la trésorerie des entreprises. On m'a demandé de vous dire quelques mots sur le monde qui change pour introduire vos débats de la journée. C'est vrai qu'on est dans une phase un peu paradoxale où ça fait 7 ans qu'on est en crise financière, depuis 2008, et on ne se dit pas on est en train de sortir de la crise, on ne se dit qu'une chose, mais est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une nouvelle crise sans être jamais sorti de la précédente ? Ça crée une ambiance assez pesante dans le monde des affaires, dans le monde de la banque, dans le monde des entreprises, depuis longtemps, et je voudrais vous livrer quelques réflexions pour essayer de relativiser ce sentiment. Pour le relativiser d'abord, essayons de nous dire à quel moment s'est-on tous dit dans les entreprises et dans les banques, dans le monde des affaires, on n'est pas en crise, tout va bien, on a une visibilité de long terme sur ce qui va se passer. Vous avez certainement chacun des réponses là-dessus. En réfléchissant, je me suis dit, moi, la dernière fois que je me suis dit que tout allait bien pour toujours, c'était 1999, en pleine bulle Internet. On sentait l'euphorie partout, l'argent coulait à flot, la bourse flambait, les banques allaient bien. Évidemment, cette bulle a éclaté très peu de temps après. Et ce qu'il faut en déduire qu'au fond, tout ne va bien que quand il y a une bulle et qu'en dehors de l'univers de la bulle, ce n'est qu'un univers relatif où certaines choses vont bien, certaines choses vont mal. En fait, je crois que oui, et qu'il faut qu'on sorte d'une logique où on se dit on est en crise ou on est en bulle, mais en fait, on est dans un monde compliqué dans lequel chacun des mouvements doit être analysé en tant que tel et dans lequel les mouvements positifs ou négatifs de chacune des parties de l'économie ont vocation quand même en moyenne à se compenser les uns les autres. Alors je vais balayer 5 motifs d'inquiétude du moment pour essayer justement de les relativiser. Les 5 motifs d'inquiétude que j'ai notés sont les pays émergents, l'énergie, les taux d'intérêt négatifs, le potentiel de croissance des économies développées et les transformations digitales de nos différents métiers. D'abord les pays émergents, et d'abord dans les pays émergents, évidemment, la Chine. Qu'est-ce que vit la Chine aujourd'hui ? La Chine aujourd'hui vit un changement de modèle d'une économie qui, depuis 20 ans, était fondée sur la construction d'infrastructures et l'exportation moyen bas de gamme, vers un modèle de pays développés où, pour absorber l'élévation du niveau de vie des Chinois, pour absorber l'élévation des coûts de production de la Chine et pour prendre compte du fait qu'une bonne partie des infrastructures sont déjà construites, le modèle de la Chine évolue vers un modèle d'économie développée de services et de technologie. Plein de pays ont connu ça au cours des derniers siècles. Nous pensons, nous, chez HSBC, que la Chine a encore plus de chances de réussir cette transition vite et bien que c'est un pays qui a les moyens de financer cette transition. Le problème des pays émergents, de la quasi-totalité des pays émergents sur lesquels je vais revenir, c'est qu'ils sont toujours en déficit de balance des paiements. Et donc, il y a des phases de croissance financées par l'extérieur, et puis quand il y a un ajustement, un changement de business model à mettre en place parce qu'on est à la fin d'un cycle sur quelque chose, à ce moment-là, le flux de capitaux se retourne et le pays s'effondre avant de repartir sur de nouvelles bases. La Chine n'a pas ce problème parce que la Chine a toujours fondé son développement économique sur une balance des paiements excédentaire, une balance commerciale excédentaire, et a donc accumulé des réserves de change qui, aujourd'hui, lui servent à financer cette transition de cet ancien modèle vers ce nouveau modèle. Alors, au moment de la transition, ça tangue toujours un tout petit peu. Évidemment, il y a des secteurs en surproduction, les secteurs qui nourrissaient les infrastructures. Il y a des secteurs qui n'ont plus d'équilibre économique avec un coût du travail qui a monté, c'est les secteurs d'exportation bas de gamme, et ceux-là doivent être restructurés. Ça coûte toujours un peu d'argent de restructurer, mais posons-nous objectivement la question, est-ce qu'on pense qu'une économie capitaliste centralisée comme la Chine va être moins efficace pour restructurer des secteurs économiques que ne le sont
nos pays libéraux, non centralisés, et avec des systèmes sociaux, au fond, extrêmement protecteurs, bien plus protecteurs que ceux de la Chine? Je pense que non. Je pense que la Chine va gérer cette restructuration, cet ajustement, bien plus vite que les pays développés ne l'ont fait dans le passé, et qu'on aura la réduction des capacités de production des secteurs qui n'ont plus d'avenir dans le nouveau cadre chinois, beaucoup plus rapidement qu'on ne l'a eu dans nos propres pays au cours des 100 dernières années, quand la question s'est posée. Les crises de l'acier... c'est quand même pas la Chine qui a créé une crise de l'acier. Enfin, des crises de l'acier, il y en a depuis 150 ans. Hein, et elles sont toujours extrêmement violentes, y compris quand on est à l'interne des pays développés. La Chine a donc, je pense, les moyens de gérer cette transition vers une économie de services et de technologie. On se dit déjà, en 2017, le pays qui aura la proportion de voitures électriques la plus importante dans son parc, c'est la Chine. Le pays qui aura dans son parc de téléphonie mobile le plus d'abonnés 4G, c'est la Chine. Alors, ce n'est pas de la technologie au sens de la technologie de la Silicon Valley. On n'est pas dans la technologie prospective. On est dans la technologie solide, de volume, qui va continuer à supporter la croissance chinoise. Et très intelligemment, pour financer cette bascule, la Chine s'est rendue compte que les grands conglomérats d'États n'étaient pas la réponse dans une économie qui devait être plus diversifiée, et que ce qu'il fallait, c'était injecter du capital, réorienter l'épargne de l'immobilier vers ces entreprises, grosses PME, qui font du service et de la technologie. Et c'est pour ça qu'on a eu cette envolée boursière chinoise, qui n'était pas une envolée boursière purement spéculative, mais qui était soutenue par des milliers d'introductions en bourse sur les bourses chinoises, destinées à lever des capitaux pour financer le développement de ces nouveaux secteurs économiques. Alors évidemment, après toute envolée, là, la Chine ne fait pas différemment des autres. Hein. Pour nourrir les flux de capitaux, il faut que les valeurs montent. Et puis une fois que les valeurs montent, il faut qu'elles montent trop haut pour maintenir le dynamisme. Et puis après, ça craque et ça baisse. Il n'empêche que cet argent est aujourd'hui au capital de milliers d'entreprises qui font leur travail normal d'investissement et de développement d'une nouvelle génération de l'économie chinoise. Vous voyez qu'on est toujours très positif sur la Chine chez HSBC, mais c'est sincère. Ce n'est pas que parce qu'on a la carte du parti. Les autres pays émergents, je crois qu'il faut les voir comme ils ont toujours été, car au fond, ça fait 40, 50 ou 60 ans que leur rythme n'a pas vraiment changé. La Russie, ça a toujours été le pétrole. Quand le pétrole est haut, la Russie va. Quand le pétrole est bas, la Russie ne va pas. Citez-moi un moment de l'histoire où ça a été différent, ça n'a jamais été différent. Le Brésil, ça a toujours été un pays de matières premières, avec une énorme énergie interne qui fait que à chaque cycle des matières premières, elles réussissent quand même à rebondir dès que ça repart un peu pour poursuivre sur un développement qui est réel et beaucoup plus diversifié que celui de la Russie. L'ajustement a lieu, il est un peu plus puissant que d'habitude. On a une énorme confiance, nous, dans la capacité de rebond du Brésil quand on voit cette énergie interne qu'ont tous les entrepreneurs brésiliens pour saisir la moindre occasion et relancer la machine des affaires. Quant à l'Asie du Sud-Est, elle bénéficie massivement de la baisse du pétrole. Et avec là aussi cette énergie interne qu'elle a, il n'y a aucune raison qu'elle ne reparte pas. Nous sommes absolument convaincus qu'on a touché le point bas du cycle des pays émergents, après le fait que la hausse des taux d'intérêt américains ait créé un renversement de flux de capitaux des pays émergents vers les pays développés qui sera extrêmement temporaire. L'énergie, historiquement, moins l'énergie est chère, mieux l'économie se porte. Ça a toujours été vrai, ça n'a été faux qu'au cours des 6 derniers mois où on a vu cette corrélation complètement absurde, où plus le prix du pétrole baissait, plus les actions baissaient. Corrélation complètement anti-économique qui est en train de se renverser parce que la baisse du pétrole diffuse dans les économies développées et dans les économies émergentes non dépendantes du pétrole des centaines de milliards. Pour la France, c'est au prix moyen du pétrole de 2015, c'est-à-dire probablement pas le plus bas, 30 milliards qui diffusent dans l'économie et qui finiront bien par ressortir quelque part, avec en plus un coefficient multiplicateur. La moitié d'entre eux ressortiront évidemment dans les caisses de l'État, puisque de toute façon on est à 50% de prélèvement obligatoire, mais après avoir circulé un peu dans l'économie et généré un petit peu d'air dont on a tous besoin dans l'économie française. Donc ce contre-choc pétrolier est normalement et sera une bénédiction pour les économies des pays développés. Et la question structurelle qu'il faut se poser sur le pétrole, c'est celle qu'a posée le ministre saoudien du pétrole à Houston il y a quelques semaines.
c'est, au fond, est-ce que dans 50 ans, on aura toujours besoin de pétrole? Qui est la question inverse de la question qu'on se posait il y a 2 ans, qui est, au fond, on aura toujours besoin de pétrole et on n'en aura jamais assez. Je dis ça pour relativiser la force de ce qu'on dit tous avec énormément de conviction à un moment du cycle, en oubliant que très souvent, quelques mois après, d'autres pourront dire la vérité absolument inverse. Et tout ça pour nous inciter tous, dans ce monde tourmenté et compliqué, à se dire les choses ne sont jamais définitives. La manière dont les paradigmes se construisent, quand on les pousse trop loin, s'avère toujours fausse, et quand on pousse un paradigme trop loin, il faut toujours voir le moment où il va se retourner. Je pense donc qu'on est parti pour un monde d'énergie pas chère pour longtemps, pas seulement parce que le pétrole sera pas cher, mais parce que la substitution au pétrole se déroule de manière accélérée avec les énergies renouvelables dont les coûts marginaux ne cessent de baisser, et que tout ça est excellent pour la croissance économique. Les taux d'intérêt négatifs. Vous avez une session tout à l'heure sur les taux d'intérêt négatifs. On n'aime pas du tout les taux d'intérêt négatifs dans les banques, et la plupart des trésoriers n'aiment pas du tout les taux d'intérêt négatifs. Quand on réfléchit aux raisons pour lesquelles la Banque centrale européenne a décidé d'utiliser cette arme, on en trouve 2 qui sont bien connues. La première, c'est que les dettes d'État en zone euro sont extrêmement difficiles à supporter pour les pays du Sud, mais aussi parfois à la limite pour la France, et que le maintien de taux d'intérêt bas, au-delà même des effets sur l'inflation et la relance de l'économie sur lesquels je reviendrai, sont un moyen quand même de contenir les pressions sur les budgets des États. Et la deuxième, c'est qu'une grosse partie de la zone euro était non compétitive à cause de la force de l'euro. Ce n'était pas le cas de l'Allemagne, mais enfin c'était le cas de la quasi-totalité des autres pays, y compris de la France et de l'Europe du Sud, et que dans cette guerre de compétitivité, il n'y a que 2 moyens de faire. Soit vous recréez de la compétitivité par un ajustement interne de vos coûts. C'est ce qu'a fait l'Espagne, mais il n'y a que l'Espagne qui l'a fait. Soit vous ne le faites pas, vous êtes non compétitif et vous êtes dans le cercle vicieux de la récession. Et là-dessus, la Banque centrale a rendu un énorme service à l'économie française, italienne et à un certain nombre d'autres économies, en trouvant le moyen de recréer de la compétitivité par la baisse de la devise, ce qui s'est fait l'année dernière, de manière assez efficace pour tous ceux parmi vous qui sont dans des industries exportatrices, le ressentent chaque jour. Donc les taux d'intérêt négatifs, c'est pénible, mais très objectivement, je n'ai encore rencontré personne qui ait pu me trouver une autre solution que les taux d'intérêt négatifs pour remettre la zone euro dans une situation de compétitivité et de soutenabilité à court terme de sa dette publique que cette politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui donne au fond une chance à l'ajustement pas trop tardif des vrais sujets qui sont la compétitivité hors faiblesse de la devise et l'équilibre des déficits budgétaires de manière soutenable. Vous aurez certainement plein d'autres débats sur les taux d'intérêt négatifs, mais je voulais vraiment passer ce message que, même si c'est pénible pour nous tous, je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution pour nous remettre dans la situation dans laquelle nous devons être pour essayer de redresser cette économie de la zone euro. Après, dans la manière de gérer au jour le jour les taux d'intérêt négatifs, il y a plein de sujets sur lesquels je serai prêt à répondre à vos questions. 4e motif d'inquiétude fondamental et très important, je crois, c'est le potentiel de croissance des économies développées. Vous le voyez bien quand vos entreprises font leur business plan, la vraie question qu'on se pose toujours en ce moment, ce n'est pas tellement est-ce que le taux d'intérêt négatif va durer, ce n'est pas tellement comment vont réagir mes coûts en fonction d'une inflation qui n'existe plus, c'est est-ce que ma top line a une chance de croître. On est dans un monde où dans beaucoup de secteurs, la top line ne croît plus. Et on se convainc progressivement qu'elle n'a plus raison de croître pour les prochaines années dans la quasi-totalité des secteurs mûrs. Et c'est ça le principal frein à l'investissement. Parce que pour décider d'investir dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il faut d'abord être confortable sur le fait que son chiffre d'affaires a une chance de financer l'investissement que nous allons faire, que vous allez faire. Je vois 4 facteurs qui soulèvent de véritables doutes sur le potentiel de croissance des pays développés. Le premier, c'est le travail perd de sa valeur relative
au cours des dernières années, et probablement pour encore un certain nombre d'années, par le fait que l'éducation se répand de manière extrêmement forte dans les pays émergents, et que donc le travail, même qualifié, est de plus en plus abondant pour des coûts de plus en plus faibles. Et ça, c'est quelque chose qui, pour notre niveau de vie dans les pays développés, est une question qui va durer un certain temps. La deuxième chose, c'est que les pays développés sont facteurs de complexité de manière exponentielle. Vous le constatez dans chacun de vos métiers, nous le constatons évidemment dans la banque avec le poids de la réglementation, et que la complexité, qui parfois est un facteur de sécurité, est rarement un facteur de croissance. Le troisième facteur, c'est que l'innovation, la vraie innovation technologique de pointe, on s'en aperçoit tous les jours, est au fond peu chargée en emploi. Contrairement à beaucoup d'innovations du passé, l'automobile, le téléphone, où il fallait des gens pour faire les choses, dans la vraie innovation technologique moderne, on peut faire énormément de choses, avoir un énorme impact économique et sociétal avec au fond peu d'emplois, ce qui soulève à la fois la question de la mesure de la croissance économique sur quelque chose qui est au fond l'efficacité et la diffusion de l'information, et le fait qu'il n'y a pas toujours besoin de tant de monde que ça pour que beaucoup bénéficient de ces innovations, ce qui pèse sur le potentiel de croissance, au moins dans ce qu'il est mesuré traditionnellement par le PIB. Et quatrièmement, et là on peut débattre à l'infini pour savoir si c'est un facteur de faiblesse de croissance ou pas, c'est l'énorme amélioration de l'utilisation du capital dans le monde moderne grâce à l'innovation. Airbnb, le covoiturage, tout ça, c'est du capital qui est beaucoup plus utilisé qu'avant, ce qui est à la fois un facteur de croissance, mais aussi un facteur de possibilité de diminution de production de capital fixe, qui, au moins à court terme, voire à moyen terme, n'est pas un facteur de croissance économique au sens traditionnel du terme. Et c'est pour ça que je continue à penser que pour les entreprises qui recherchent de la croissance, il faut continuer à penser pays émergents où là, il y a beaucoup de croissance traditionnelle encore à faire en termes de niveau de vie et d'équipement, plutôt que et d'intégrer le fait que dans les pays développés, ce sera toujours un peu plus compliqué au cours des prochaines années, et en tout cas sur des secteurs probablement de plus en plus restreints et technologiques. Cinquième point, la transformation digitale. Je ne vais pas faire un cours sur la transformation digitale, vous en connaissez chacun d'entre vous beaucoup plus que moi sur chacun de vos secteurs. Ça touche énormément la banque, et une partie des débats du jour va être malheureusement, nous inquiétons aussi de ceux qui nous challengent grâce à de nouvelles technologies digitales. Simplement un mot pour relativiser les effets de changement de business model découlant des nouvelles technologies. Ça change la manière dont la valeur se partage dans la chaîne, ça ne change pas les besoins fondamentaux. Booking, ça ne va pas tuer les hôtels. Au contraire, il y aura plus de gens qui iront dans les hôtels qu'avant, parce que l'accès à la réservation d'hôtels sera plus facile. Ça change la chaîne de valeur entre celui qui vend et celui qui produit la chambre, ça la change à court terme. Mais au fond, c'est aussi un facteur de croissance, et ça se régulera naturellement tout simplement par l'allocation de capital dans les différentes industries. Dans l'hôtellerie, si la partie commerciale de la chaîne, Booking en l'occurrence, prend trop de la valeur ajoutée, et si le capital chambre d'hôtel, lui, n'est plus rentable, eh bien, tout simplement, il y aura moins de production d'hôtels, et celui qui produit la chambre, quel que soit le moyen de commercialisation, retrouvera son pricing power à terme. Dans la transformation digitale, dans chacune de nos industries, y compris la banque, il y a deux concepts séparés qui doivent être analysés séparément. Le premier, c'est la transformation digitale, c'est de la technologie. Le deuxième, c'est la transformation digitale, c'est souvent une approche low cost. La technologie, on peut toujours l'acheter. C'est ça qui nous rassure, nous dans la banque, mais dans beaucoup d'industries. Si vraiment il y a une fintech ou une entreprise qui a une très très bonne technologie, qu'on peut adapter dans nos systèmes, à tort ou à raison, on se dit qu'on pourra toujours l'intégrer dans notre manière de fonctionner. Ce qui est beaucoup plus inquiétant pour beaucoup, c'est l'aspect low cost, parce qu'en rebâtissant à partir de zéro et d'une technologie sophistiquée, une nouvelle manière d'offrir un certain nombre de services, on élimine tous les coûts créés par le poids de l'histoire dans chacune des industries. Et ça, l'expérience prouve que la plupart des acteurs historiques ont beaucoup plus de mal à passer d'une structure de coût historique vers une structure low cost qu'à intégrer une technologie nouvelle. Et c'est ça, à mon avis, la grande menace de la transformation digitale pour toute entreprise installée, dans tout secteur installé, c'est de rebâtir complètement sa base de coûts
pourra être à parité de ceux qui repartent de zéro avec la nouvelle technologie. Ceci étant dit, nous sommes confiants dans le secteur bancaire qu'il faudra toujours des banques pour vous conseiller et discuter avec vous. Vous continuerez à faire des appels d'offres horriblement difficiles pour nous tous. Vous continuerez à mettre de la pression sur le prix des services et les technologies qu'on doit vous fournir. Mais nous pensons que vous aurez toujours besoin de professionnels des paiements internationaux pour dialoguer, adapter la manière dont vous mettez en place vos systèmes au monde moderne et à sa soutenabilité dans la durée. En un mot, vous aurez toujours besoin de banquiers pour faire autre chose que lutter contre la criminalité financière. Avant de répondre à vos questions, je vais juste revenir sur mon introduction et vous dire qu'avec ces 5 exemples de questions inquiétantes qu'on se pose sur la situation du cycle économique actuel, et dont je pense que chacune d'entre elles est au fond assez classique et qu'on l'a vécu dans chacune de nos industries depuis très longtemps, je vais finir par 2 considérations générales. Tout consensus est destiné à s'inverser, surtout quand il a été poussé à son maximum par des gens qui ont parié des sommes importantes sur ce consensus. On a parié sur la croissance de la Chine, on a parié sur les prix du pétrole montant à l'infini, on a parié sur l'inflation en permanence dans les économies. À chaque fois que vous tirez le trait d'un pari consensuel dans la durée, vous êtes sûr de vous tromper. Et à un moment, ça s'inversera. Il faut garder ça en tête dans chacune de nos industries et se dire, de devenir méfiant dès qu'on commence à tirer le trait du tableur trop loin. Et la deuxième chose, c'est que crise longue, crise pas longue, le cycle des différents secteurs qui se nourrissent l'un l'autre, dans toute entreprise comme dans toute banque, face à ces situations d'incertitude, de turbulence et de volatilité, ce qui est important, c'est de se mettre en situation de passer le point bas du cycle mieux que ses concurrents. Et que tous ceux qui ont fait ça s'en tirent toujours bien parce qu'ils récupèrent la valeur créée par des concurrents qui, eux, ont disparu. D'où l'importance d'avoir des bilans extrêmement solides et d'avoir, pour les nourrir, des banques extrêmement solides en face. HSBC a été créée il y a 150 ans à Hong Kong. C'était la 30e banque qui s'est créée à Hong Kong, la 30e banque britannique, il n'y avait pas d'autre chose que des Britanniques à l'époque. 29 ont disparu, 26 ont fait faillite, 3 ont été rachetés par HSBC. La banque est aussi un secteur extrêmement risqué, qui est probablement de tous les secteurs économiques celui qui, depuis 1000 ans, a eu le taux de faillite le plus élevé. C'est pour ça qu'on est, nous, extrêmement sensibles à cette capacité à résister au bas cycle, qu'on soit en crise, en sortie de crise ou en rentrant dans une nouvelle crise. Et c'est pour ça que HSBC a toujours été l'une des banques les mieux notées du monde. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions.